3 mai 1945, Neustadt, Holstein, nord de l'Allemagne. Un restaurant sur la place principale, à l'intérieur, un brigadier britannique assis à sa table. Dehors, l'odeur de la mort plane encore sur la ville. À ce moment-là, Derek Mills Roberts, 36 ans, commandant de la 1re brigade commando britannique, venait de rentrer des rues. Il y avait des cadavres partout, des prisonniers de camps de concentration, des femmes, des enfants, des centaines d'entre eux, abattus, laissés à pourrir sous le soleil de mai. Puis la porte s'ouvre, un homme entre portant un manteau de cuir noir par-dessus un uniforme gris de la Luftwaffe, des médailles sur la poitrine. Dans sa main droite gantée, un bâton d'argent avec un gland, le symbole de son rang, Erhard Milch, maréchal du Troisième Reich. Il est venu se rendre. Ce qui s'est passé dans les minutes suivantes a violé toutes les règles de la guerre. Et personne n'a été puni pour cela. Mais avant de comprendre ce qui s'est passé et avec qui, un message. Notre objectif est d'atteindre 1 million d'abonnés. Cela peut sembler beaucoup, mais avec votre aide, nous y arriverons. Abonnez-vous maintenant, laissez un like et faites partie de cette histoire. La guerre touche à sa fin. Mai 1945. L'Europe brûle dans les dernières braises de l'effondrement nazi, une scène de destruction où des villes entières fument et où des armées vaincues tentent désespérément de trouver un semblant d'ordre au milieu du chaos grandissant. Hitler est mort, Berlin est tombé, le Reich de Milan n'a duré que 12, mais dans le nord de l'Allemagne, près de la côte baltique, un gouvernement fantôme essaie encore de sauver les apparences. L'amiral Karl Dönitz, désigné successeur d'Hitler dans ses derniers moments, s'efforce de négocier une reddition qui ne symboliserait pas une humiliation totale. C'est vers ce dernier bastion fragile que fuient les hauts dignitaires nazis survivants. Maréchaux, généraux, bureaucrates, officiers SS, tous poussés par le même instinct de survie. Ils se précipitent désespérément vers l'ouest, déterminés à échapper à l'avancée implacable de l'armée rouge. Ils préfèrent se rendre aux Britanniques et aux Américains, convaincus qu'entre leurs mains, ils seront traités avec la dignité que leur position mérite. Erhard Milch est l'un de ces fugitifs. Secrétaire d'État au ministère de l'Aviation depuis 1935, inspecteur général de la Luftwaffe, responsable d'une grande partie de la production et de la distribution des avions allemands tout au long de la guerre. De plus, il a été promu maréchal par Hitler le 19 juillet 1940, après la chute de la France, un titre rare, symbolisant le plus haut prestige au sein du régime. Mais il y a quelque chose de particulier chez Milch, quelque chose qui, en théorie, aurait dû le détruire selon les lois raciales de Nuremberg elles-mêmes. Son père était un pharmacien juif, Milch était à moitié juif. Selon les lois de 1935, il aurait pu être classé comme Mischling, un sang-mêlé, une condition qui, bien que pas nécessairement fatale, l'aurait placé en grand danger et aurait sévèrement limité sa carrière au sein du Reich. Mais Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe et deuxième homme le plus puissant de l'Allemagne nazie, s'est assuré que la Gestapo n'enquêterait jamais sur les origines familiales de Milch. Göring l'a protégé, Göring avait besoin de lui. « C'est moi qui décide qui est juif », disait Göring avec son arrogance caractéristique. Et sous cette protection, Milch a prospéré, l'homme qui commandait des esclaves. Erhard Milch n'était pas qu'un simple bureaucrate. Il a supervisé l'utilisation massive de main-d'œuvre esclave et forcée dans les usines d'avions allemandes. Des travailleurs étrangers, des prisonniers de guerre, des déportés de toute l'Europe occupée, tous jetés dans des chaînes de production inhumaines. Des milliers sont morts d'épuisement, de faim ou de coups, sacrifiés pour maintenir la machine de guerre en marche. Selon des documents conservés dans les archives des procès de Nuremberg, Milch a travaillé directement avec Heinrich Himmler et les SS, pour s'assurer que ces travailleurs restaient sous contrôle strict. Il a exigé qu'en cas de soulèvement, les SS interviennent sans pitié et abattent cette racaille étrangère, comme il désignait lui-même les prisonniers. Il a également ordonné un homme sur 10 sera choisi et un homme sur 10 sera exécuté par peloton, d'exécution devant les autres. Il n'y a aucune trace d'hésitation, aucun signe de doute moral, rien qui suggère un instant de conflit intérieur. Milch voulait des résultats, il voulait de la production, il voulait des avions, il voulait la victoire. Et quand la victoire est devenue impossible, Milch n'a plus cherché que la survie.
la chute de Milch. L'année est 1944. À ce stade, la guerre est pratiquement perdue. Tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire à voix haute. Milch tente quelque chose de risqué. Il s'allie avec Himmler et le ministre de la propagande Joseph Goebbels dans une manœuvre discrète pour convaincre Hitler de renvoyer Göring. C'est un pari désespéré, un ultime effort pour modifier le cours interne du pouvoir. Mais Hitler refuse. Göring reste en place. Quand Göring découvre que Milch, l'homme qu'il avait protégé, promu et préservé de la destruction raciale, conspirait pour le renverser, la réponse est immédiate. Mars 1945. Milch est relevé de tous ses postes, mis en réserve, relégué dans l'oubli. Sa carrière, construite au fil des années de loyauté et d'ambition, s'arrête là. Mais il conserve encore son titre. Il est toujours maréchal. Et cela, croit-il, doit signifier quelque chose. La ville des morts. Neustadt, Holstein. 3 mai 1945. La ville est pleine de cadavres. Quelques jours plus tôt, les navires prisons ancrés dans le port, le Cap Arcona et le Tilbeck, ont été attaqués par des avions Typhoon britanniques. Les pilotes ne savaient pas que ces navires étaient remplis de prisonniers du camp de concentration de Neuengamme. Des rapports confus circulaient, suggérant que des hauts dignitaires nazis tentaient de fuir vers la Norvège. Ce fut une erreur tragique et irréversible. 4600 prisonniers sont morts sur le Cap Arcona, 2800 sur le Tilbeck. Les rares qui ont réussi à nager jusqu'au rivage n'ont pas été accueillis avec de l'aide, mais avec brutalité. Des citoyens de Neustadt, des membres de la milice locale du Volkssturm et des marins de la Kriegsmarine ont rassemblé les survivants et en ont exécuté environ 300, dont des femmes et des enfants. La plage est devenue une extension silencieuse du massacre. Quand les commandos britanniques de la première brigade sont arrivés à Neustadt, ils ont découvert une ville envahie par la mort. Des centaines de corps éparpillés dans les rues, un camp de concentration installé au cœur même de la ville. Des prisonniers mourants, réduits à l'état de squelettes vivants, aux yeux creux à peine capables d'affronter la lumière. Derek Mills Roberts et ses hommes venaient de traverser l'horreur de Bergen-Belsen. Et maintenant, ils trouvaient cela. L'homme bombe. Derek Mills Roberts n'était pas un homme patient. Avocat de formation à l'origine, il a rejoint les commandos en 1940 par le biais des Irish Guards. Les commandos étaient une force nouvelle, conçue pour des attaques rapides et un harcèlement brutal des garnisons allemandes dans la France occupée. Mills Roberts était brillant, courageux, mortel et explosif. Son surnom parmi les commandos était Mills Bombe. Comme la grenade à main britannique standard, Mills numéro 36, un homme à la mèche courte, un tempérament explosif. Quand on le poussait, il explosait. Il a combattu en Afrique du Nord. Il a reçu le Distinguished Service Order, DSO, en 1943. Le jour J, son unité a capturé la ville d'Ouistreham et a fait la jonction avec la 6e division aéroportée britannique sur le flanc est de Sword Beach. Promu brigadier, il a pris le commandement de la 1re brigade commando et a mené ses hommes à travers la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais rien ne l'avait préparé à Bergen-Belsen. Les commandos ont été parmi les premiers soldats alliés à voir le camp. Des monceaux de cadavres, des prisonniers au bord de la mort. La puanteur était insupportable. Le spectacle indescriptible. Mills Roberts n'a jamais oublié. Et maintenant, à Neustadt, il voyait la même chose à nouveau. Que pensez-vous du contenu ? Aimez-vous ce type de vidéo ? Alors commentez la phrase « Je veux plus d'histoire ». Marbos pour nous encourager à apporter plus de sujets historiques et aider à augmenter l'engagement de la vidéo, d'accord ? N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions quelque chose de nouveau, et de laisser votre like pour que YouTube continue de recommander nos vidéos. La rencontre. Le brigadier Mills Roberts est assis à la table de son quartier général improvisé, entouré par l'odeur de maladie et de mort. Dehors, des médecins britanniques s'efforcent de sauver des prisonniers si faibles qu'ils peuvent à peine garder les yeux ouverts. Le sol est sale, l'air est lourd, et Mills Roberts porte encore à ses bottes la poussière des rues où des cadavres étaient ramassés quelques minutes plus tôt. Un officier entre et annonce « Un maréchal allemand souhaite se rendre ». Mills Roberts ne bouge pas. Il reste simplement assis, épuisé et consumé par une fureur silencieuse. La porte s'ouvre
Erhard Milch entre, impeccable. Manteau noir, uniforme soigneusement repassé, médaille étincelante. Dans sa main droite gantée, le bâton de maréchal intérimaire, argenté, presque déplacé dans cette scène de misère. Milch parle anglais avec aisance. Il dit qu'il a échappé aux Russes et qu'il est heureux de se rendre aux Britanniques, comme s'il s'agissait d'un geste magnanime. Mills Roberts l'interrompt. Et les prisonniers du camp? Milch semble ne pas saisir l'indignation. Il affirme qu'il appartient à la Luftwaffe, qu'il n'a rien à voir avec les camps de concentration. Et puis, bien que contesté, des témoins affirment qu'il a ajouté, en parlant des survivants agonisants de Neustadt, ce ne sont pas des soldats, mais des Polonais ou des Russes. Ce ne sont pas des êtres humains selon nos critères. Pour Mills Roberts, c'en était assez. Pendant la dispute, il a frappé une bouteille de champagne vide sur la table, exigeant des réponses. Quand Milch a essayé d'attraper la bouteille, le brigadier s'est soudainement levé. Il arrache le bâton des mains du maréchal. Et il le frappe avec. Milch chancelle, criant « Général, je suis maréchal, n'avez-vous aucune honte ?» Le bâton frappe sa tête, sa nuque, le sang coule, jusqu'à ce que le bâton se brise en deux et tombe au sol. Mills Roberts arrache la casquette à visière de Milch et la jette au sol. « Allez ramasser votre casquette !» Quand Milch se penche, le brigadier tente de lui fracasser la bouteille de champagne sur la tête. Milch se protège avec son avant-bras, qui est gravement blessé. Ce n'est qu'alors que Mills Roberts reprend son souffle et retrouve son contrôle. Milch, saignant et hébété, est évacué de la pièce. Le vol. Milch est escorté jusqu'au château de Sagen, où il avait été logé pendant ces derniers jours chaotiques du Reich. En chemin, il reste silencieux, encore étourdi par la violence qu'il a subie. Mais en arrivant au château, il connaît un sort bien moins digne. Mécontent, épuisé et profondément marqué par ce qu'ils ont vu à Neustadt, des commandos britanniques le confrontent sous la menace de leurs armes et le pillonnent sur place. Ils le dépouillent de ses objets de valeur, comme s'ils démontaient, pièce par pièce, l'aura d'autorité à laquelle il s'accrochait. Parmi les objets confisqués se trouve son bâton de maréchal de cérémonie, la version luxueuse, ornée et incrustée de pierres précieuses, réservée uniquement aux occasions spéciales. Peu après, Milch est envoyé en détention dans un camp de prisonniers de guerre à Lunebourg, où le quartier général du 21e groupe d'armée, commandé par Bernard Montgomery, était désormais installé. La transition est rapide, presque impersonnelle. Le maréchal allemand, autrefois figure imposante au sein de la hiérarchie de la Luftwaffe, arrive réduit à un prisonnier parmi tant d'autres, portant les cicatrices physiques et morales des événements de Neustadt. Pendant ce temps, au quartier général provisoire, Mills Roberts ramasse au sol les morceaux brisés du bâton intérimaire qu'il avait utilisé pour le battre. Il tient chaque fragment avec un mélange d'épuisement, d'indignation et un étrange sentiment de clôture. Rien de tout cela ne le satisfait, et pourtant cela ne le surprend pas non plus. Le lendemain, il est convoqué pour se présenter devant Montgomery. Quand il entre sous la tente de commandement, il trouve menti assis nonchalamment à la table. Dès qu'il voit le brigadier franchir l'entrée, Montgomery lève les bras au-dessus de sa tête dans un geste théâtral, comme s'il se protégeait. « J'ai entendu dire que vous avez quelque chose contre les maréchaux », commande-t-il avec un sourire sec. La tension se dissipe momentanément. Mills Roberts, formellement, présente ses excuses. Il dit peu de mots. Malgré la plaisanterie légère, il sait qu'il est devant un supérieur qui pourrait le punir de manière exemplaire s'il le souhaitait. Mais Montgomery n'insiste pas. Il ne pose pas de questions. Il ne fait aucune réprimande. Il ne dit rien de plus. L'épisode meurt, là, enveloppé de silence. Aucune mesure disciplinaire n'est prise. Et puis, un mois plus tard, en reconnaissance de son leadership inébranlable, de l'audace avec laquelle il a mené la première brigade commando dans les derniers mois de la guerre et du fardeau qu'il a porté en affrontant des horreurs qu'aucun manuel militaire n'aurait jamais pu prévoir, Mills Roberts reçoit une barrette supplémentaire à son DSO, une deuxième distinction, ajoutant encore une récompense à son palmarès déjà impressionnant. Pourtant, il n'oublierait pas le passé récent de sitôt. Erhard Milch est finalement traduit en justice à Nuremberg. Là, devant le monde, ses actes sont exposés avec une précision chirurgicale. Il est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Initialement condamné à la prison à vie, sa peine est finalement réduite à 15 ans. Pourtant,
il ne purge même pas cette peine. Il est libéré de manière anticipée en 1954. Il vit encore quelques décennies jusqu'à sa mort à Düsseldorf en 1972, à l'âge de 79 ans. Derek Mills Roberts meurt 8 ans plus tard, en 1980, à 71 ans. Après sa mort, sa veuve met aux enchères le bâton restauré de Milch, celui-là même qui avait été brisé en morceaux lors de la confrontation dans le bureau de Neustadt. La famille Milch tente d'arrêter la vente, affirmant que le bâton a été volé, pris de force sans aucune légitimité. Mais un tribunal britannique en décide autrement. Il statue que le bâton constitue un butin de guerre légitime. Et ainsi, il finit vendu aux enchères, acquis par un collectionneur en Floride, devenant un autre artefact survivant d'un épisode qui n'aurait jamais dû se produire, mais qui s'est produit. Selon les lois de la guerre, toute agression contre des ennemis qui se sont déjà rendus est interdite. Humilier et battre un officier ennemi, même un maréchal, viole pratiquement toutes les règles et traditions militaires. La conduite de Mills Roberts va à l'encontre de ce que l'armée même qu'il représentait cherchait à défendre. Mais Mills Roberts n'était pas qu'un simple officier. Il venait de sortir de Bergen-Belsen. Il venait de parcourir les rues de Neustadt. Il avait vu des cadavres empilés, des corps de femmes et d'enfants exécutés, des prisonniers squelettiques agonisant devant lui. Il avait respiré l'odeur de la mort pendant des jours entiers. Et puis, au milieu de ce décor, un homme en uniforme impeccablement entretenu de maréchal entre dans son bureau, parlant fièrement d'avoir échappé aux Russes, s'attendant à être traité avec déférence, peut-être même avec honneur. Un homme qui a supervisé le travail forcé, qui a ordonné des exécutions, qui qualifiait des êtres humains de racailles. Mills Roberts était un commando, entraîné à la violence ciblée, à l'action immédiate, à l'agression physique quand nécessaire. Et ce genre d'entraînement, couplé à un traumatisme récent, ne peut pas toujours être désactivé comme un interrupteur. Parfois, face au mal bureaucratique, le mal signé sur papier, tamponné et exécuté de loin, la colère déborde simplement. Parfois, l'indignation dépasse tout protocole. Ce qui s'est passé là n'était pas de la justice, c'était de la colère. Et bien que ce fût mal, c'était une colère compréhensible. Qu'avez-vous pensé de la vidéo d'aujourd'hui ? Connaissiez-vous cette histoire ? Laissez vos opinions et suggestions dans les commentaires, d'accord ? Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser votre like. À bientôt dans la prochaine vidéo.